Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons revenir sur une affaire où l'impensable s'est produit. Un homme aimé de son entourage, une vie de couple en apparence ordinaire, jusqu'au jour où tout bascule. Un drame aussi brutal qu'inattendu qui soulève une question troublante: comment en est-on arrivé là? Avant de commencer, une nouvelle vidéo est déjà en ligne sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publierai 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Nous croyons souvent que les plus grands dangers viennent de l'extérieur. Mais parfois, ils se cachent là où l'on s'y attend le moins. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous montrer que certaines vérités ne se révèlent qu'une fois qu'il est trop tard. Je suis Genéza. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une affaire où la confiance a volé en éclats. Préparez-vous, car certaines trahisons ne laissent aucune échappatoire. Gregory Wayne Williams, ou Greg pour les intimes, a vu le jour le 24 mars 1971 à Dallas, au Texas. Fils de Betty Middlebrooks et Louis Wayne Williams, il avait un frère et une sœur, Michael et Michelle, qui, plus tard, préféreraient qu'on l'appelle Michelle Fletcher. Petite anecdote, la famille Williams n'a jamais été très bavarde sur sa vie privée, mais un détail a filtré. Louis était un père abusif. Et Greg, plutôt que de subir, a choisi de canaliser sa rage ailleurs. Dès son plus jeune âge, il s'est plongé dans l'exercice physique et les arts martiaux. Et pas qu'un peu. Adulte, il était ceinture noire, 4e degré en karaté, et s'entraînait avec une discipline de fer 3 à 4 fois par semaine, toujours sous l'œil attentif d'un coach personnel. Certains de ses proches diraient plus tard qu'il aurait eu recours aux stéroïdes pour booster ses performances. Mais bon, qui va vérifier? Dans la vie, Greg était décrit comme un ami fidèle, toujours prêt à aider. Mais il traînait aussi un tempérament explosif, un paradoxe ambulant. En plus d'être un athlète redoutable, c'était aussi un as de l'informatique et un vendeur hors pair. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé, à la fin des années 90, à créer sa propre entreprise de sécurité informatique, DFW IT Pro, une boîte qu'il a d'abord dirigée depuis chez lui, à la cool. Côté cœur, il a épousé Cathy, et entre 1996 et 1997, ils ont eu une fille, Taylor. Greg était un père dévoué, mais aussi un bourreau de travail. Devinez quoi? Ça n'a pas vraiment aidé son mariage, qui a pris fin en 2003. Toutefois, lui et Cathy ont su rester en bons termes. Une séparation sans scandale. Rare, non? Dans l'accord de garde partagé, même pas une ligne sur la pension alimentaire. Pas besoin. Cathy n'avait aucun doute. Greg veillerait à ce que leur fille ne manque de rien. Et il l'a fait. Entre 2003 et 2006, il s'est remarié. Mais visiblement, ce deuxième mariage n'a pas mieux tenu que le premier. Divorce, rideau, aucune info publique sur cette relation. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Puis est arrivée Michelle. En 2007, ils ont commencé à se fréquenter et selon certaines rumeurs, leur rencontre aurait eu lieu dans une communauté en ligne spécialisée dans le BDSM. Bondage, discipline, soumission, masochisme. Un programme chargé. Mais Michelle, dans ses déclarations ultérieures, a fermement nié ces allégations. Ce qui est certain, c'est que Michelle avait une beauté qui ne laissait personne indifférent, séduisante, sensuelle et aucun problème à en jouer. Et leur premier rendez-vous, loin du dîner romantique aux chandelles, ils ont atterri dans un club pour adultes accompagnés de Michael, le frère de Greg. Déjà une configuration particulière,
mais ça ne s'est pas arrêté là. D'après Michael lui-même, qui en a parlé plus tard dans une interview, la soirée a très vite dégénéré. Michel n'a pas attendu la fin du premier verre pour se livrer à des actes sexuels sur Greg en public. Rien d'inhabituel dans ce type de club, sauf peut-être la présence du frère de Greg parmi les spectateurs. Malaise, probablement. Mais Greg, lui, était conquis, fasciné, totalement envoûté par elle, tellement qu'ils se sont mariés la même année. Direction Twin Lakes, dans la ville de Keller, au Texas, où ils ont emménagé dans une immense maison. Tout s'est passé trop vite, beaucoup trop vite. Et Greg, il ne savait absolument pas dans quoi il venait de s'engager. Il ne se doutait pas du cauchemar qui l'attendait. Michel Marie était originaire de Harts, au Texas. Son enfance, un flou artistique. Peu d'informations disponibles sur sa famille, mais un détail ressort. Elle et sa sœur Laura ont grandi sous l'ombre d'un père dont le métier était une zone grise. Certains le décrivaient comme un escroc professionnel. Certes, il travaillait de temps en temps, un peu de construction, un peu d'entretien, mais son véritable talent, c'était la fraude. Son grand classique, se blesser volontairement au boulot pour tenter de poursuivre son employeur. L'un de ses exploits les plus mémorables, se jeter devant une voiture et accuser le conducteur, sauf qu'il avait filmé. Un génie incompris. Avec un tel modèle à la maison, difficile d'être surprise. Michel est devenue une menteuse et une manipulatrice hors pair. Son arme fatale, sa beauté et son charme, qu'elle utilisait sans scrupule pour obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle a fréquenté le lycée Eldebel, mais adieu les études à 17 ans. Elle est tombée enceinte et a quitté l'école. À ce moment-là, elle a affirmé à un camarade de classe, Kenneth O'Brien, que le bébé était de lui. Et il l'a cru. Grosse erreur. Des années plus tard, la vérité est tombée. Encore un mensonge signé Michel. Mais Kenneth, convaincu d'être le père, a fait ce qu'il pensait être la bonne chose. Il a épousé Michel et, à la naissance du bébé, ils l'ont nommé Lee. Pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille, il a rejoint l'armée et pendant 5 ans, les O'Brien ont déménagé au gré de ses affectations militaires. Le couple a eu 2 autres enfants, un autre garçon, Andrew, et une fille dont le nom et l'âge restent inconnus. Mais ce mode de vie instable n'a pas suffi à maintenir leur mariage à flot. Au début des années 90, tout a explosé. Michel a pris ses 3 enfants sous le bras et est retourné à Harts, tandis que Kenneth était déployé en Allemagne. Fin de l'histoire. Enfin, pour lui. Parce que pour Michel, tout ne faisait que commencer. De retour à Harts, elle n'a pas tardé à retrouver une cible. Brandon Dixon, un ancien camarade de lycée. Charmé, aveuglé, il a endossé le rôle de père pour ses 3 enfants. Fou amoureux, il lui a demandé sa main. Mais juste avant de sceller leur union, il a découvert un léger détail qu'elle avait oublié de mentionner. Elle était toujours mariée à Kenneth. Confronté, Michel a fondu en larmes et lui a sorti une histoire déchirante. Son ex-mari était violent, elle vivait dans la peur et c'était pour ça qu'elle n'avait jamais envoyé les papiers du divorce. Mensonge, bien sûr, mais Brandon l'a cru. Pire encore, il l'a aidé à finaliser la procédure et, en 1994, ils se sont mariés. Tout semblait aller bien. Brandon dirigeait une entreprise d'informatique. Michel travaillait comme assistante dentaire, du moins jusqu'à ce qu'elle commence à rentrer chez elle avec des fournitures médicales par poignée. Voler des pansements, passe encore. Mais des instruments dentaires? Évidemment, elle a fini par se faire prendre et licencier. Sans se démonter, elle a annoncé qu'elle avait trouvé un travail dans le télémarketing, en horaire de nuit. Puis,
Elle s'est mise à ramener de grosses liasses de billets à la maison, beaucoup trop grosses pour vendre des abonnements téléphoniques. Brandon, soupçonneux, lui a demandé un numéro de contact. En appelant, il a découvert que Michelle travaillait dans un bar topless. Ce n'était que le début du cauchemar. Les voisins ont commencé à le prévenir. Plusieurs voitures faisaient des allers-retours chez eux pendant qu'il était au travail. Pour en avoir le cœur net, il a placé un enregistreur audio dans la maison. Une seule journée d'écoute. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour comprendre. 2 hommes différents dans leur chambre avec sa femme. Brandon a vu rouge et a immédiatement demandé le divorce. Michelle, furieuse, a choisi de se venger de la pire des manières. Elle a détruit son aquarium de poissons exotiques et empoisonné son chien, Domino, avant de convaincre les vétérinaires de l'euthanasier. Une fois libérée de Brandon, elle est retombée dans les bras de John Paul Ray, un homme avec qui elle avait déjà eu une histoire. Et c'est là qu'un dernier mensonge a éclaté. John était le véritable père de Lee, le premier enfant de Michelle. Mais elle avait fait croire à Kenneth qu'il en était le père, lui laissant payer la pension alimentaire pour 3 enfants qui n'étaient même pas les siens, et ce, jusqu'à leur majorité. Elle a vécu 8 ans avec John, sans jamais l'épouser officiellement. Puis, elle a croisé Greg. Et pour lui, c'était le début de la fin. John sentait que quelque chose clochait. Alors, un jour, il a fouillé dans le sac de Michelle. Et il n'a pas été déçu. Il est tombé sur des reçus étranges. Un collier pour chien, de la crème fouettée, des cerises et une liste de courses mentionnant l'achat d'une carte d'anniversaire pour un certain Greg. Le doute n'était plus permis. Michelle avait une liaison. Il a donc fait ses valises et quitté la maison, laissant derrière lui la plupart de ses affaires. Mais lorsqu'il est revenu les récupérer, surprise, Michelle avait organisé un vide-grenier exposant ses outils de travail et ses objets personnels à qui voulait bien les acheter. Une rupture, version Michelle. Après 3 échecs sentimentaux, Michelle semblait enfin avoir trouvé son jackpot. Greg était stable financièrement, ne lui refusait rien et la traitait comme une reine. Il lui a même payé des implants mammaires, parce que pourquoi pas? En prime, leur couple partageait les mêmes goûts en matière de plaisir. Aux grandes dames de l'association des propriétaires de Twin Lakes, qui voyaient d'un très mauvais œil leur fête sauvage. En 1998, Michelle a donné naissance à Makayla, son 4e enfant et la 2e fille de Greg. Mais pas question que la maternité freine leur mode de vie. Ils avaient une femme de ménage et une nounou, donc aucune raison de lever le pied. Pourtant, tout le monde ne buvait pas les paroles de Michelle. Les frères de Greg ne l'aimaient pas du tout, et Cathy, son ex-femme, la trouvait fausse et manipulatrice. Malgré tout, Greg et Michelle ont tenté de donner l'illusion d'une famille unie. Ils organisaient des fêtes pour leurs enfants respectifs et les enfants adultes de Michelle venaient souvent faire des barbecues et des pool parties. Mais l'ambiance n'était pas aussi idyllique qu'ils voulaient le faire croire. Lee et Andrew, les fils de Michelle, ont fini par détester Greg, le décrivant comme un être humain horrible. Et Michelle, d'abord très proche de Taylor, la fille de Greg, a rapidement changé d'attitude. Elle est devenue jalouse du lien entre Greg et son ex-femme. Puis est venue l'accusation fatale. Été 2010, Taylor, 12 ans, passait beaucoup de temps chez son père. Michelle, excédée, a commencé à l'accuser d'être accro aux médicaments sur ordonnance. L'objectif ? Éloigner la fillette de son père. Mais Taylor n'avait aucun problème de drogue. Ses parents eux-mêmes en doutaient. Jusqu'au jour où Michelle a dû être hospitalisée d'urgence après une ingestion massive d'opiacés et de benzodiazépines. 2 jours sous surveillance, puis une déclaration choc. Taylor avait mis des pilules dans son café. Sans preuve,
Greg a envoyé sa propre fille en centre de désintoxication. Taylor a été étiquetée toxicomane et contrainte de suivre une thérapie. Cathy, convaincue que Michelle avait elle-même saboté son café pour accuser Taylor, a interdit à sa fille de passer la nuit chez Greg. Mission accomplie pour Michelle. Taylor et Greg étaient définitivement séparés. Désormais, seule maîtresse à bord, elle avait tout ce qu'elle voulait. Greg était plus riche que jamais, investissant dans plusieurs entreprises. Il possédait une salle de sport et à la demande de Michelle, il avait même acheté une boutique de yaourts glacés, Blueberries, où elle faisait semblant de travailler. L'année 2011 s'annonçait sous les meilleurs auspices, mais pas pour Greg. Les Williams avaient trouvé la maison de leurs rêves, une somptueuse propriété à 4,5 millions de dollars. En octobre 2011, ils étaient à quelques jours de finaliser l'achat. Tout semblait parfait, sauf que Greg ignorait un détail crucial. Michelle avait falsifié ses relevés bancaires pour obtenir le prêt hypothécaire. Sur les documents envoyés au prêteur, son solde moyen mensuel affichait 141 061 $. En réalité, 10 018 $. Une fraude audacieuse passée inaperçue. Mais avant que la banque ne découvre le poteau rose, un événement bien plus dramatique allait mettre au jour tous ces mensonges. Le 12 octobre 2011 avait débuté comme une journée ordinaire. La veille, Greg et Michelle avaient assisté au concert du chœur de Taylor avant d'aller dîner en famille dans un fast-food. Dans quelques jours, ils allaient signer le contrat pour leur nouvelle maison. Tout était prêt pour le déménagement. Mais ces projets ont été brutalement interrompus par un drame inattendu. D'après le témoignage ultérieur de Michelle, elle s'était endormie sur le canapé avec sa fille Makayla, alors âgée de 4 ans. En pleine nuit, un bruit l'aurait réveillée. Affolée, elle aurait exploré la maison, puis reçu un coup au visage, la laissant inconsciente. Quand elle a repris connaissance, elle a découvert Greg inanimé dans leur lit, une balle dans la tête. Paniquée, elle a appelé le 911. Il était 4h40 du matin, le 13 octobre, lorsque la police de Keller est arrivée sur place. Ce qu'ils ont trouvé les a immédiatement intrigués. Greg Williams, passionné d'armes, gardait toujours son pistolet calibre 45 sous sa table de nuit. C'est avec cette même arme qu'il avait été tué. Le pistolet avait été abandonné près de la porte arrière, à côté d'une clé à molette. Pourtant, aucun signe d'effraction. Tout était parfaitement nettoyé. Michelle, toujours en état de choc, a livré son récit au sergent John McCrew. Un intrus vêtu de noir, avec un fort accent rural, aurait pénétré dans la maison, tiré une seule balle sur Greg avant de prendre la fuite par la porte arrière. Mais très vite, la police a relevé plusieurs incohérences. L'intrus supposé avait laissé l'arme du crime sur place, un comportement pour le moins inhabituel. En examinant la porte arrière, les experts ont découvert que les marques de forçage avaient été faites après coup, alors qu'elle était déjà ouverte. En clair, personne n'avait forcé l'entrée. Quelqu'un avait simplement essayé de maquiller la scène, et ce quelqu'un semblait être beaucoup plus proche que Michelle ne voulait bien l'admettre. Les enquêteurs ont rapidement relevé une série d'anomalies troublantes. Lorsque la police est arrivée, Michelle était parfaitement habillée et coiffée, alors qu'elle prétendait avoir dormi quelques minutes avant. L'arme du crime, aucune empreinte digitale dessus, comme si quelqu'un avait pris soin de la nettoyer. Quant aux 20 000 $ en espèces que Greg gardait chez lui, ils étaient toujours là. Étrange pour un cambriolage. Les unités canines n'ont détecté aucune trace d'un intrus et en interrogeant les voisins un par un, la police n'a trouvé aucun témoin suspect. Pourtant, malgré tous ces signaux d'alarme, elle n'était toujours pas officiellement suspectée. Le sergent John McCrew lui a simplement demandé si elle accepterait de les accompagner au poste pour un interrogatoire plus approfondi.
Michel, sans broncher, a accepté. Dès les premières heures d'interrogatoire, son histoire a commencé à vaciller, puis elle a changé de version. Cette fois, elle a déclaré qu'elle s'était couchée vers 1 heure du matin, que Greg était encore réveillé et sous Tylenol nuit. Vers 3 heures du matin, elle se serait levée pour aller dormir sur le canapé avec Makayla. Ensuite, à 4 heures, elle aurait entendu un bruit fort, couru dans la chambre et découvert Greg mort, une balle dans la tête. Paniquée, elle aurait nettoyé ses mains et le sang, utilisé des lingettes désinfectantes, puis jeté tout dans les toilettes. Et pourquoi ce ménage de scènes de crime? Officiellement, pour éviter que sa fille ne sache que son père s'était suicidé. Mais l'histoire ne collait pas. Les preuves ne la soutenaient pas. Malgré tout, faute d'éléments physiques accablants, Michel n'a été arrêté que pour faux témoignage, puis relâché le soir même. Pendant que la police doutait encore, l'entourage de Greg, lui, ne croyait pas une seconde au suicide. Il aimait ses filles, il n'aurait jamais mis en péril son entreprise, et surtout, il savait mieux que quiconque ce que signifie perdre un proche trop tôt. L'année précédente, en 2010, son meilleur ami et beau-frère Bryn Fletcher avait été retrouvé mort dans ce qui avait été qualifié de suicide. Greg savait la douleur que cela causait. Il n'aurait jamais infligé ça aux siens. Et Michel, elle était déjà passée à autre chose. Le lendemain même, elle a rendu visite à sa sœur, sans mentionner une seule fois la mort de Greg. Le surlendemain, elle rencontrait ses avocats et émettait un chèque de 18 000 $. Puis, au volant de la BMW de Greg, elle emmenait ses enfants en vacances pour 1 semaine au Cabane Great Wolf à Great Pine. Pendant que la famille de Greg attendait désespérément qu'elle les appelle pour parler de cette nuit-là, Michel liquidait ses actifs à une vitesse inquiétante. Blueberries, la boutique de yaourts glacés que Greg avait acheté pour elle, vendue 50 000 $ sur Internet. La liste des clients de DFWIT Pro, l'entreprise de Greg, bradait 8 000 $. Pendant ce temps, aucun coup de fil à la famille du défunt, aucune implication dans les funérailles. C'est finalement sa propre mère qui a dû organiser une messe à l'église baptiste fondamentale de Shady Grove. Et Michel, elle n'a même pas assisté à l'enterrement. Le 3 novembre 2011, le médecin légiste du comté de Tarrant a tranché. Greg ne s'était pas tiré dessus tout seul, c'était un homicide. L'autopsie a révélé que le tir avait été effectué à une distance de 30 à 45 cm et le rapport toxicologique a montré une forte dose de diphénhydramine, un puissant sédatif, dans son sang. Étrange, sachant que Greg refusait obstinément les médicaments, même après une opération de la gorge. Cathy, son ex-femme, l'a confirmé. Michel, en revanche, avait un faible prononcé pour les antidouleurs. Mais l'incompétence de la police de Keller a tout gâché. En enveloppant le corps dans ses propres draps, elle a transformé une scène de crime en panier à linge sale. Une erreur qui a sérieusement compliqué la suite de l'enquête. Il a fallu 3 mois pour que la police se décide enfin à arrêter Michel. Le 9 janvier 2012, alors qu'elle se rendait au gymnase, elle a été interpellée et accusée de meurtre, de manipulation de preuves et de faux rapports. D'après les enquêteurs, elle avait d'abord drogué Greg avant de lui tirer dessus, prenant soin d'augmenter le volume de la télé pour couvrir le coup de feu. Leur fille de 4 ans dormait à l'étage. Sa caution a été fixée à 522 000 $. Mais Michel, reine de la manipulation, a réussi à la faire réduire à 85 000 $ et à retrouver la liberté avec un bracelet GPS à la cheville. À peine sortie, elle a tenté d'encaisser le pactole. Greg avait souscrit 3 assurances-vie, totalisant 800 000 $ et Michel, seule bénéficiaire, a essayé de récupérer 150 000 $,
une semaine après son inculpation. Problème, l'agent d'assurance a eu la curiosité de faire une recherche Google. En voyant les articles sur l'affaire, il a préféré appeler la police plutôt que de signer un chèque. Game over. Privée d'argent, elle a changé d'identité en un temps record. Exit Michelle Williams, bienvenue Shelley Williams, coach fitness et mère exemplaire. Moins d'1 an après la mort de Greg, elle a officialisé sa relation avec Gene Wallis, un coach sportif, qui était aussi le meilleur ami de son fils Lee et de 15 ans son cadet. Une coïncidence? Cathy, l'ex-femme de Greg, en doutait, mais aucune preuve n'a permis de confirmer que cette liaison avait commencé avant le meurtre. Quoi qu'il en soit, Michelle et Gene ont ouvert une salle de sport à Bedford, l'ont promue fièrement sur les réseaux sociaux comme si tout allait bien. Après tout, pourquoi se laisser abattre par un simple homicide? Pendant plusieurs mois, Michelle a jonglé avec brio entre sa vie de gourou du fitness et ses passages au tribunal. Toujours sublimement apprêtée, elle assistait aux audiences en tenue provocante avant d'enchaîner sur des soirées bien arrosées. Seul indice trahissant son statut d'accusée, le bracelet GPS à sa cheville qu'elle portait avec autant de détachement qu'un simple accessoire de mode. Au début, même la police s'est laissée berner, voyant en elle une pauvre femme vulnérable cherchant protection. Mais son empire de manipulation était sur le point de s'effondrer, et par sa propre bêtise. En janvier 2013, Andrew, son propre fils, a décidé de la trahir. Pourquoi? Michelle lui avait demandé de l'aider à faire accuser un innocent pour le meurtre de Greg. Pendant des mois, il était resté sous l'influence de sa mère, malgré ses versions bancales du 13 octobre. Mais Michelle a commis une erreur monumentale. Elle a insinué que son demi-frère Lee aurait pu être le coupable. Pour Andrew, ça a été la goutte de trop. Il a coupé tout contact et s'est empressé de tout balancer à la police. Et pourtant, Michelle s'en est encore sortie. Le 9 octobre 2013, elle a décroché un accord en or avec le procureur. En échange d'une peine maximale de 18 ans de prison, elle a plaidé coupable pour falsification de preuves et conduite mortelle, une charge texane qui équivaut plus ou moins à un « oups, j'ai tiré sans faire exprès ». Le procureur Jack Strickland, conscient que le dossier reposait uniquement sur des preuves circonstancielles, a préféré jouer la prudence plutôt que de risquer qu'un jury se fasse hypnotiser par Michelle. Elle, de son côté, a sauté sur l'occasion. Ce deal lui permettait de sortir après seulement 2 ans et demi au lieu de risquer une condamnation à perpétuité. Seul bémol, elle disait adieu aux assurances-vie de Greg, puisque celles-ci ne couvraient pas les suicides assistés. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Pour retarder son incarcération, elle a soudainement annoncé être enceinte, 2 jumeaux. Et ça a marché. Le juge et le procureur, bien trop naïfs, ont mordu à l'hameçon, repoussant la sentence jusqu'à l'accouchement. Encore une victoire pour elle, pas si vite. Son besoin maladif d'attention allait lui jouer le pire des tours et sceller définitivement son destin. Le 30 janvier 2014, le rideau est tombé. Michelle, qui avait juré être enceinte de jumeaux, a été prise la main dans le ventre vide. Aucune grossesse, aucune fausse couche, juste un énième mensonge, mais cette fois, la justice n'a plus ri. Sa caution a été révoquée et elle a été jetée en détention sans autre forme de procès. Avec son château de cartes en ruine, son audience de sentence, initialement fixée au 21 avril, a été avancée au 10 février. Mais, fidèle à elle-même, elle n'avait pas encore tiré sa dernière cartouche. Quelques jours avant, elle a accepté une interview télévisée pour 48 heures, une émission de CBS qui préparait un reportage sur la mort de Greg.
devant les caméras, elle a joué sa partition favorite, celle de la pauvre femme trahie. D'après elle, tous ses ex l'avaient trompée, une version que ses propres enfants et anciens compagnons ont joyeusement contredite. Mais le pire restait à venir. Elle est revenue à son tout premier mensonge, affirmant que Greg avait été tué par un intrus. Petite hic, cette déclaration contredisait complètement son accord de culpabilité qui reposait sur la thèse du suicide accidentel. Les agents qui surveillaient l'interview ont aussitôt rapporté ses propos au juge Scott Wish, qui l'a convoqué dans la foulée. Face au juge, Michelle a tenté un grand écart verbal, mais cette fois, elle s'est vautrée. Elle a nié en bloc, rejetant les charges de falsification de preuves et de conduite meurtrière qu'elle avait pourtant acceptées dans son accord. Résultat, l'affaire a été renvoyée devant un jury. Ironie mordante, sa défense a alors plaqué le suicide de Greg comme ligne directrice, exactement la version que Michelle avait détruite en direct à la télévision. Le 15 septembre 2014, le procès a débuté, et le premier témoin de l'accusation n'était autre que son propre fils, Andrew. Et quel témoin! Son récit a frappé la défense comme un coup de massue. Il a raconté qu'après la mort de Greg, lui et ses frères avaient soutenu leur mère, allant même jusqu'à nettoyer la maison. Mais un jour, Michelle l'avait pris à part et lui avait demandé une petite faveur, et pas n'importe laquelle. Elle voulait qu'il achète un pull, tire une balle à bout portant dessus pour l'imbiber de résidus de poudre, puis aille discrètement le cacher dans la voiture de Cathy, l'ex-femme de Greg. Son objectif ? Faire accuser Cathy du meurtre. Andrew, sidéré, avait fait mine d'accepter avant de tout balancer à la police. Face au jury, il a exposé le machiavélisme de sa mère. Et cette fois, plus aucun mensonge ne pourrait la sauver. Le témoignage du médecin légiste Nissan Pirwani a porté un coup fatal à la défense. Supervisant l'autopsie de Greg, il a affirmé sans l'ombre d'un doute que la blessure n'avait rien d'un tir auto-infligé. En 35 ans de carrière, jamais il n'avait vu un suicide où l'arme se trouvait à une telle distance de la tête. Puis, Jamie Baker, experte en traçabilité des tirs, est venue enfoncer le dernier clou dans le cercueil de la thèse du suicide. Aucune trace de poudre à canon sur les draps ou la couette. Quelques résidus sur les tailles d'oreiller, certes, mais pas de suie, pas de brûlure. En clair, le coup de feu avait été tiré à distance intermédiaire, pas à bout portant. Impossible que Greg se soit suicidé. Puis est venue Betty Middlebrooks, la mère de Greg. D'un seul témoignage, elle a réduit en miettes l'idée du suicide. Greg était fatigué de travailler autant, oui, mais il était heureux, excité par l'achat de sa nouvelle maison, un homme qui construisait son avenir, pas quelqu'un qui s'apprêtait à le saborder. Ensuite, Lisa Hunt, agente de libération conditionnelle de Michelle, a lâché une bombe qui a fait grincer bien des dents. En octobre 2013, Michelle avait demandé à desserrer son bracelet GPS, sous prétexte d'une grossesse à risque qui lui faisait gonfler les chevilles. Un agent trop complaisant lui a accordé cette faveur, mais pas au point que le bracelet puisse être retiré. En septembre 2014, après 2 jours de délibération, Michelle Williams, âgée de 44 ans, a été reconnue coupable du meurtre de Greg Williams, son mari de 40 ans. Près de 3 ans après le crime, elle a été condamnée à 60 ans de prison et ne pourra demander une libération conditionnelle qu'après 30 ans, soit à 74 ans. Son mobile, l'argent. Malgré les 800 000 $ de revenus annuels de Greg, Michelle dépensait sans compter, mettant leur couple au bord de la faillite. Son dernier recours, les assurances-vie de son mari. Son stratagème a fini par s'effondrer avec une série de mensonges découverts, une fausse grossesse, une manipulation du bracelet GPS et des versions contradictoires sur la mort de Greg.
Sa propre sœur l'a décrite comme une menteuse compulsive, tandis que son fils a révélé qu'elle avait tenté de faire accuser une innocente. Quant à Makayla, la fille du couple, elle a été confiée à des proches de la famille, qui veillent sur elle depuis l'arrestation de sa mère. Si la justice a tranché, la famille de Greg reste convaincue que Michelle n'en était pas à son premier crime. Son surnom dans les médias, la Veuve Noire, une femme prête à tuer ceux qui se mettaient en travers de son chemin. L'affaire Bryn Fletcher reste une énigme. Selon Michelle Fletcher, sa belle-sœur aurait joué un rôle dans sa mort. Bryn, qui s'apprêtait à révéler des secrets compromettants à Greg, est mort juste avant d'en avoir l'occasion. Officiellement, la police a conclu à un suicide, mais sa famille n'y a jamais cru. Un détail troublant, dès la découverte du corps, Michelle a pris les devants. Elle a écarté la sœur de Greg, prétextant son deuil, et a fait incinérer le corps en urgence, empêchant toute enquête approfondie. Un simple hasard? Peut-être. Mais pour la famille Fletcher, c'était un moyen d'effacer les preuves. Pourtant, l'affaire ne sera jamais rouverte. Michelle nie toute implication, mais sa condamnation pour le meurtre de Greg prouve qu'elle est capable de tuer par intérêt. Aujourd'hui, elle croupit en prison à Mountain View, Texas. Fini la séduction, fini le luxe. Autrefois maîtresse du mensonge, elle est désormais prisonnière de sa propre toile. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.